Bonjour et bienvenue dans Wehari. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir la mangrove. Figurez-vous qu'en Nouvelle-Calédonie, elle occupe 1% du territoire. On y trouve des poissons, des crabes, des oiseaux, soit plus de 190 espèces différentes, dont 10% sont endémiques. La mangrove est le point de départ de nombreuses chaînes alimentaires. Elle est donc indispensable à notre survie. Mais ce n'est pas tout. Elle est aussi un bouclier anti-érosion et un filtre anti-pollution. Elle joue un rôle essentiel pour notre planète. C'est pour cette raison que Wehari a décidé de consacrer 2 numéros à la mangrove. Pour commencer, direction Touo, où André, un guide de la région, nous attend pour une petite balade en pirogue, bien sûr dans la mangrove. Wehari, c'est tout de suite sur NCTV. Oui, bonjour André. Hey, bonjour Sadiq. André, merci de m'accueillir ici à toi, à la tribu de Tiwandé. Alors, dis-moi, c'est quoi le programme aujourd'hui? Le programme, c'est une balade de pirogue. Voilà, pour aller visiter le mangrove, quelques variétés de mangrove. Ah, c'est pour ça. Et voilà, c'est avec cette pirogue-là où... Voilà. Et je vois que tu en as 2. Celle-là, c'est un peu... Les trop petits pour... Ah, ok, pour 2 personnes. Pour 2 personnes. D'accord, donc on prend celle-là. Et voilà, avec celle-là, pour ça. Ok, bon. Tu me dis... Ok, oui, moi. bon. Bien installé. Ah, ouh, voilà, allez. Les consignes, tu te mets un peu penché sur le côté sans, là où il n'y a pas de balancier. Ok. Et André, c'est quoi comme bois? Le bois, c'est un manguier. Waouh. Et c'est la première fois que je monte à pirogue en fait. Bienvenue dans la pirogue alors. Et le nom de cette embouchure, c'est quoi André? C'est l'embouchure de la Tipindjé. D'accord. Là, je commence à voir la mangrove là, en face. Oui, oui, voilà. Et cette mangrove, ça fait depuis combien de temps qu'elle est là? C'est née, mais ça y est, elles sont déjà là. La profondeur ici, c'est de combien? Elle est de combien? La profondeur, elle est de 6 mètres à 7 mètres. 6 mètres à 7 mètres. Profondeur, pas profond. La famille du Rhizophora, là, voilà, ça sert à faire les goélettes de case. Goélettes de case. Alors pour préciser, les goélettes de case, c'est ce qui permet de tenir la charpente de la case. C'est ce qui permet aussi de tenir aussi la paille, pour supporter la paille. Et troisièmement, c'est celui aussi qui maintient la paille. Voilà. Donc on rentre la paille et la goélette vient écraser la paille et on attache. Voilà. Ça sert pour faire les arcs. Les arcs pour faire la pêche. Et comment tu choisis ton bois? Voilà, il faut choisir les grands comme celle-là. Tu l'as en cercle là? Oui, voilà, c'est déjà un cercle comme c'est déjà... Et assez vieux. Est-ce que le bois du palétuvier est plus dur que le bois de forêt? Oui. Pourquoi? C'est comme il est résistant au l'eau de la mer. Comme il baigne Comme dans il l'eau de la baigne mer. l'eau de la mer. Ok. Donc le sel, il fortifie. Oui, voilà. Et là, on va où, André? Là, on va voir là où ils habitent les petits bébés poissons. Pendant que nous continuons notre balade, je vous laisse en savoir plus sur les différentes espèces de palétuviers. Regardez. Alors ici, on est dans une très belle mangrove qui est la mangrove de la Dembéa.
Donc la Dambéa, c'est une belle rivière qui se jette dans cette grande baie. Et ici, on a vraiment des mangroves exceptionnelles, puisque là où nous sommes dans une mangrove de fond de baie, avec un endroit calme, où on va retrouver des espèces comme les Rhizophora qui nous entourent, mais aussi derrière moi, un autre palétuvier qui est plutôt rare, qui est le palétuvier soleil, appelé Soneratia. Donc cette mangrove, elle est unique parce que effectivement c'est cette variété de paysages, si je puis dire, et puis cette richesse de vie qu'il y a autour de nous, c'est lié à cette mangrove. Alors petit rappel quand même aussi, c'est intéressant de le dire, en Calédonie on a une magnifique mangrove, voilà, elle est connue, c'est la mangrove du Diaote comme étant unique, magnifique, mais on oublie aussi que la mangrove de la Dambéa c'est aussi une mangrove très particulière et qui est reconnue aussi pour cette approche aussi unique dans ce paysage calédonien. En Nouvelle-Calédonie, les espèces les plus représentatives des mangroves, à 80%, on a bien les Rhizophora et les Avicennia qui sont majoritaires dans les mangroves. Les palétuviers dans une mangrove ne s'installent pas n'importe où. Une des choses importantes pour eux, c'est la salinité. Pourquoi? Parce que vous imaginez, la mer, par l'alternance des marées, va plus ou moins dans les mangroves. Et effectivement, elle va déposer plus ou moins de sel. Donc plus on va rentrer à l'intérieur des mangroves, plus on aura du sel dans le sol. Ce qui fait, c'est comme nous, il y a des arbres qui aiment le sel et il y a des arbres qui détestent le sel. Donc on va avoir ce qu'on appelle un positionnement, un profil des arbres dans la mangrove. Tu as vu là comme c'est beau, Jackie? On a vraiment de belles pépinières naturelles de Bruguera. Là c'est vraiment exceptionnel cette densité ici, c'est vraiment un très bel endroit. Il y a Avicennia. Là, tu vois, il est déjà âgé avec une reprise, il est déjà à l'intérieur rongé. Il doit avoir au moins 300 ans en fait. Ouais. De voir des vieux Avicennia comme ça parce qu'en fait ils ne meurent jamais parce qu'ils rejettent toujours. Ils repoussent toujours à partir de la souche. Donc on voit il y a eu une première souche très ancienne qui doit avoir au moins plus de 300 ans. Il y a une deuxième souche qui a repoussé, qui a été cassée, je pense que c'est un coup de cyclone ça. Et ensuite tous les rejets qu'on a là, c'est la troisième ou quatrième génération. Puis d'ailleurs on voit qu'il est bien vieux parce qu'il est évidé à l'intérieur, il commence à s'évider. Plus les Avicennia sont très âgés, centenaires, plus ils sont évidés à l'intérieur, ils s'évident. Bon, ils sont creux, les vieux Avicennia, et les abeilles en profitent pour s'installer. On a des ruches dans les Avicennia qui sont souvent démontées pour être pillées par les chasseurs d'abeilles. Il faut dire que c'est vrai que l'Avicennia, c'est quand même un arbre qui produit un des miels les plus recherchés, très miellifère. D'ailleurs, on a les abeilles qui arrivent, attention, t'en as plein autour de toi. Dans beaucoup de pays du monde, on fait du miel de palétuvier. Et quand on parle de miel de palétuvier, c'est du miel d'Avicennia. C'est le printemps, en fait, le printemps austral. On a des fleurs d'Avicennia à partir de septembre. Bon alors, voilà, ça c'est un bel exemple d'Avicennia marina qu'on a toujours à l'arrière mangrove et qui est un exemple typique de la mangrove pionnière. Donc on arrive à trouver des Avicennia là où le sol est pauvre. Généralement, il y a peu de nutriments et souvent c'est caillouteux et très salé. Ce qui est intéressant, c'est le mode de reproduction de l'Avicennia. Les botanistes sont en admiration devant cet arbre, cette espèce, parce que il a imaginé un mode de reproduction très particulier qui est unique dans le règne végétal. Alors la fleur s'ouvre en septembre, octobre, novembre. Et quand elle s'ouvre, elle est d'abord fleur mâle. C'est-à-dire qu'il y a des anthères avec le pollen mâle, et le pistil est fermé. Il est au milieu et il est fermé. Et donc les anthères s'ouvrent, les insectes qui viennent consommer le nectar qu'il y a dedans, au fond de la corolle, se trouvent avec beaucoup de pollen sur leur poil. Et ensuite, l'abeille part et en fait, elle disperse un peu partout son pollen comme ça. Et après, une fois que la feuille a vieilli, les anthères deviennent noires
Et c'est à ce moment-là qu'elle devient femelle, la fleur. Et le pistil s'ouvre, et c'est là qu'elle reçoit donc le pollen des autres fleurs pour pouvoir féconder l'embryon qui est au centre de la fleur. Une belle densité de rhizophora, de jeunes. Donc ici, on est dans une très belle zone où dominent les rhizophoras, et notamment le rhizophora stylosa. Alors stylosa, pourquoi? Parce que la feuille, elle est terminée par une petite pointe, une petite stipule, d'où le nom de stylosa. Donc, les rhizophoras, c'est un arbre roi de la mangrove. On le reconnaît à cette allure atypique, très particulière, puisque c'est un arbre qui a des racines, comme vous pouvez le voir, hors du sol. Donc ça lui donne un petit peu une allure d'un arbre qui est suspendu par ses racines. Alors ça c'est important parce que pourquoi des arbres ont de telles racines? Eh bien tout simplement parce que les conditions où ils vivent sont des conditions bien particulières. On s'enfonce, c'est instable, donc l'arbre par rapport à son poids a besoin de se maintenir. Donc il projette des racines un petit peu tout autour de lui pour s'alléger et se tenir dans cette vase plus ou moins profonde. L'arbre ici n'a pas assez d'oxygène dans le sol, donc ils vont chercher l'oxygène de façon exceptionnelle dans l'atmosphère, et pour ce faire, on le voit très bien ici, vous avez des petites rugosités quand on touche avec le doigt, l'écorce est lisse et puis de temps en temps il y a des petites boules. On appelle ça des lenticelles. Donc ces lenticelles, ce sont des pores respiratoires qui permettent à l'arbre d'aller chercher l'oxygène dans l'atmosphère, puisque dans le sol, il n'y en a quasiment pas. La deuxième chose, comme on peut le voir, dans la mangrove, il fait très chaud, et ces arbres vont devoir être très économes de la ressource en eau. Donc les arbres, comme nous, transpirent. On appelle ça chez les plantes l'évapotranspiration. Donc le problème pour eux, c'est qu'ils ont très peu d'eau douce. Donc il va falloir qu'ils conservent cette eau. Ce qui fait que si on prend une feuille, voilà, on s'aperçoit que ce sont des feuilles qui sont relativement épaisses. Quand on les met au soleil, on voit que ce sont des feuilles, vous voyez, qui reflètent le soleil. Si je gratte un petit peu la feuille, on a une sorte de petite pellicule cireuse. On parle de feuilles vernissées, ce qui va empêcher la feuille de transpirer, de perdre de l'eau. Donc c'est comme ça qu'elles font des économies d'eau et qu'elles conservent l'eau. Alors ce qu'il y a aussi sur cet arbre, le rhizophora, le palétuvier rouge, on a ici, vous voyez, des branches, ça ressemble à des branches. En réalité, il ne s'agit pas de branches, mais de racines qui partent des branches en hauteur. On appelle ça des cordes. Et les cordes, c'est des racines qui vont se projeter vers le bas. Et quand elles vont arriver vers le bas, elles vont former des griffes, des doigts, et elles vont stabiliser le palétuvier. Donc vous voyez que sur un arbre, il y en a énormément, et ça permet au palétuvier de s'aubaner parce que ça n'a pas l'air, aujourd'hui il fait très beau, mais quand il y a beaucoup de vent, la mangrove, elle a ce rôle de faire face à l'agression du vent. Et ces palétuviers, quelque part, c'est le rempart protecteur à l'arrière-mangrove. Et c'est lié, ça, au fait qu'il résiste à ces racines qu'on appelle des cordages. Nous retrouverons nos spécialistes un peu plus tard. Là, on s'est arrêté dans un joli petit endroit. Pourquoi on s'est arrêté ici, André? C'est pour observer un peu, si on voit un peu des petits poissons dedans. D'accord. Ici, on en voit là. Ils sont là. Je les vois. Ah ouais. C'est quoi vos poissons, ça? C'est les petites sardines. C'est dans les endroits comme ça là que tu peux les observer. C'est pour protéger des grands prédateurs, les gros poissons. Ok, ils se mettent entre les racines. Ils se mettent entre les racines, comme ça. Ça les protège. Ça les protège. Voilà, je sais qu'il y a 80% de poissons du lagon qui passent un petit moment ici. Un petit moment ici dans le mangrove pour après sortir en bas en mer. D'accord, ok. Ça fait beaucoup quand même, oui, 80%. 80%, ça fait beaucoup. Ouais. Ils viennent aussi pour se nourrir? Voilà, se nourrir et puis se protéger. Le mangrove, c'est important, voilà. Comme on sait qu'en bas, il y a les petites merceries. Et voilà, et là, c'est aussi les oiseaux qui se nichent aussi. Aussi. On peut voir aussi les oiseaux aussi, ils viennent nicher. Voilà, comme devant toi, là, le petit nid est là. Il y a 2 œufs. Voilà, c'est le suceur, là, on dit le suceur. Oui, c'est ça. Le suceur, là.
Non, à la langue, on dit tilette. 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 Comme vous l'avez vu tout à l'heure, les palétuviers font preuve d'imagination pour s'adapter et se développer dans ce milieu. Mais comment font-ils pour se reproduire? Réponse avec nos deux passionnés. Regardez. Alors il y a quelque chose d'important dans les mangroves, c'est comment se reproduire finalement dans un sol où il n'y a pas d'oxygène, dans un sol qui est mouvant, dans un sol où la mer vient, parce que la reproduction ici, elle ne peut pas être classique. Alors les palétuviers, certains palétuviers, je devrais dire plutôt, ont été inventifs quelque part et ont adopté un mode de reproduction unique au monde qui est la viviparité. Donc c'est-à-dire que les fruits ne vont pas donner des petites graines qui vont tomber et germer, mais vont bien donner naissance à un petit bébé palétuvier. Donc ici nous avons le début de la reproduction avec les bourgeons floraux qui sont encore bien verts. Ils vont dans quelques semaines mûrir, ils vont jaunir, se gorger et ils vont s'épanouir pour donner des centaines de petites fleurs blanches, très soyeuses, très mellifères, à 4 pétales, 4 sépales. Elles attirent énormément les méliphages, les roussettes, les abeilles aussi. Mais le monde des insectes n'est pas le monde qui pollinise ces plantes. Il s'agit avant tout d'une pollinisation qui se fait par le vent, ce qui fait que dans une mangrove, vous aurez essentiellement des fleurs là où il y a du vent. Donc une fois que la fleur a été pollinisée, elle va se donner un petit fruit en forme de petite poire. Mais ce fruit a une particularité, c'est que à sa pointe, vous voyez, il y a une petite stipule, une petite pointe. Il s'agit de l'embryon du palétuvier. Donc ce petit embryon va vivre aux dépens de l'arbre mère, il va pomper les substances nutritives par le cordon ici, et petit à petit, comme on peut le voir à l'étape suivante, il va percer le fruit et il va grandir, jusqu'à atteindre des tailles, selon les espèces de Rhizophora, 30 à 40 cm. Et là, par exemple, sur cet individu déjà avancé, on peut déjà voir la pointe racinaire et les petites lenticelles qui sont en place. Donc, ce qu'on a là, il s'agit d'un petit palétuvier, d'un petit arbre miniature, dont la partie tige est encore cachée à l'intérieur du fruit. Et quand cette radicule sera mature, on va avoir comme un accouchement, c'est-à-dire que la petite propagule va se libérer de l'arbre mère, qui va tomber au sol. Elle va se figer, quand c'est la marée basse, elle va tomber, donc sans la partie fruit. Et elle va donner plus tard, voilà, des jeunes individus. Donc celui-là, il a déjà quand même 2-3 ans. Donc on voit bien la radicule, on parle de radicule qui s'est figée, la tige et les premières feuilles. Donc pendant les 10 premières années de sa vie, il va d'abord essentiellement faire de la tige et puis des petits bouquets de feuilles. Et après ces 10 premières années seulement, il va commencer à créer des petites racines qui vont être des racines contreforts, qui vont l'aider à se soutenir. Puis après, se projeter comme les grands que nous avons autour de nous, se projeter pour coloniser l'espace. Donc les Rhizophora, c'est à peu près 60% des espèces, on va dire, des mangroves. Et donc, comme on peut le voir, elles fournissent énormément de feuilles. Et ces feuilles, quand elles tombent au sol, elles vont fertiliser ce sol grâce à toute cette richesse cachée qu'on ne voit pas, que sont les bactéries. Et puis certains animaux que nous avons autour de nous, les petits mollusques qui vont manger le feuillage et donner la richesse du sol des mangroves et aussi du lagon. Vraiment exceptionnel. Hop. Alors voilà, deux beaux Bruguiera. Alors c'est le Bruguiera gymnorrhiza, qui est commun à tout le Pacifique et tout l'océan Indien.
On en trouve jusque dans l'Afrique de l'Est. Ce qui est particulier, ce sont ces pneumatophores. Donc, jusqu'à présent, on a vu des pneumatophores qui montaient et qui étaient pointus. Là, tous les pneumatophores des Bruguiera sont courbes. On dit qu'ils sont genouillés. Et en fait, c'est une déformation de la racine principale qui monte à un moment. Et au haut de cette excroissance en l'air, il va y avoir des trous qui vont apparaître. Ce sont des lenticelles. Et on les voit bien parce qu'elles sont recouvertes d'une petite protection voilà, comme ça on voit bien là, et la protection elle est là, et dessous, voilà, jaune là, ce sont les lenticelles. Voilà, ici on les voit bien. Alors les lenticelles absorbent l'oxygène de l'air, pareil que pour les autres palétuviers. Cet oxygène rentre dans le sol, va irriguer toute la partie souterraine de l'arbre, pour pouvoir, parce que les cellules ont toutes besoin d'oxygène, hein, toutes les cellules animales et végétales ont besoin d'oxygène, donc là il y a le quota d'oxygène qu'il leur faut pour pouvoir continuer à vivre et à s'activer. Les racines doivent récupérer les nutriments pour ensuite monter la sève brute dans l'arbre. Les propagules sont très particulières, elles sont en général assez courtes. Elle est cannelée, vous voyez, elle a des stries comme ça dans le sens de la longueur, très caractéristiques. Et donc, contrairement au Rhizophora qu'on a vu là, le fruit ne persiste pas. C'est-à-dire que comme c'est une espèce qui est très ancienne, la nature a économisé le fruit. Quand la propagule s'échappe du fruit du stylosa, il y a encore le fruit. Parce que là, c'est en fait le fruit qui devient une propagule. Là, il y a une seule racine qui va sortir, la première, qui va descendre profond. Et après, il y a d'autres racines qui vont sortir et qui vont s'étendre, comme on voit ici. Voilà, et ça, c'est l'apex des feuilles, on voit bien ici. Ce système de reproduction avec des propagules, la réserve de nourriture qu'il y a dans la propagule sert uniquement à fabriquer des racines. Une fois que la propagule a fait son travail de fabrication des racines, à ce moment-là, elle est vide, elle devient, au début c'est de la cellulose, après ça devient du bois. Et à partir du moment où elle commence à être du bois, à ce moment-là, les racines fournissent les sels minéraux, enfin fournissent la sève qu'il faut pour faire pousser les feuilles et les branches. Dans la mangrove, le Bruguiera a aussi une particularité par rapport aux autres espèces, c'est que c'est un bois très dur, rouge, qui est gorgé de sel, donc qui va pouvoir résister très longtemps à l'exposition en extérieur. Donc les gens, grâce à ça, peuvent faire des sculptures qui sont exposées dans les ronds-points, par exemple, ou à l'extérieur dans les jardins, etc. Et ce bois est quasiment imputrescible, quoi. Aussi bien le Bruguiera que l'Avicennia, que le Rhizophora, toutes ces espèces-là sont protégées quand ils constituent un écosystème, comme ici par exemple. L'écosystème mangrove, c'est l'ensemble de ces espèces qui est dans la partie inondable du bord de mer. Là, ces espèces-là sont protégées. On n'a pas le droit d'y toucher, on n'a pas le droit de les casser, on n'a pas le droit de faire quoi que ce soit. Par contre, si c'est en dehors d'un écosystème, à ce moment-là, les espèces de mangrove ne sont pas protégées. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Voilà, là. Ah, c'est paltuvier là. Celui-là là? Oui. Ça, c'est paltuvier quand on mange les fruits. Ah oui. C'est bon, je l'ai. Puis voilà, mais c'est la deux sortes, il y a le rouge que tu manges les fruits. Oui. Puis voilà, moi je pense que voilà, c'est cette paltuvier là, il faut mieux le protéger. Plus le protéger, c'est celui-là. D'accord. Puis celui-là, il pousse au bord et puis il peut pousser à terre. Oui. Ah, ok. Et celui-là, comment tu l'appelles à la langue? Non, à la langue, on dit Djunjingo. Djunjingo. Djunjingo, c'est le vrai palétuvier. Le vrai palétuvier. Voilà. On le voit pas trop, hein, parce que tout à l'heure, on s'est promené avec tous les variétés. Comme lui, il est un peu à terre. La plupart, il est à terre. Ah, de grande partie, il peut aussi être sur terre. Sur terre. Et aussi être dans l'eau. Dans l'eau.
André, tu fais quoi pour préserver ces beaux palétuviers? Ben, pour préserver les beaux palétuviers, ben voilà, peut-être qu'il faut les surveiller. Oui. Pour ça, les surveiller, comme voilà, c'est quand même important, hein, important sur l'environnement. C'est voilà. Maintenant, il y a la montée des eaux, il y a quoi, les érosions. Qui protègent les rives, quoi. Voilà. Quand il y a des tempêtes, quand Voilà. il y a de la houle, tout ça, Oui. ça protège bien. Ok. Ça protège bien, et puis ça fait de mercerie. Oui, pour les poissons. Oui. Ouais. Mercerie pour les poissons, ça donne aussi du poisson pour nous, voilà, pour faire la pêche. Et moi, j'en ai préservé un peu en bas, planté un peu quelques palétuviers. Ah, t'as fait un carré? T'as reboisé? Ah, c'est bien, André. Bien ce que tu as fait Ah oui, pour merci. les palétuviers. Voilà, ouais, allez, c'est fini pour aujourd'hui. Nous, on se retrouve dans un second numéro consacré à la mangrove. Allez, à bientôt!